très ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Merci de nous refaire confiance. Nous recevons un de nôtres, un des fils de ce pays. Il vient de la Suisse pour parler de la diaspora congolaise face justement à l'état des droits. Le domaine que nous avons choisi, ou le domaine ciblé, c'est donc le domaine foncier, ou un domaine caractérisé par beaucoup de conflits, des conflits de tous bords. Augustin Mukamba, bienvenue. Merci. Vous êtes le président de la communauté congolaise de la Suisse. Très bien. Basé dans quelle ville exactement? Je vis à Lausanne, dans les cantons de Vaud. Canton, c'est l'équivalent de province. Région. Voilà. Ouais. Ouais. Augustin Mukamba, les investissements de la diaspora congolaise au pays, on veut bien, comme Joseph Makieseka le dit, préparez-vous pour le retour au pays. Et beaucoup ont suivi cet appel, ils commencent à revenir à la mère patrie. Déjà en âge avancé ou encore très jeune, même vos enfants sont très intéressés par leur pays d'origine, le pays de leurs parents. Alors, vous avez des inquiétudes dans le domaine foncier. Parlons d'abord des investissements. Le domaine foncier semble être le plus attrayant par ceux qui reviennent. Ils ont économisé, épargné, ils reviennent pour jeter un peu d'argent dans ce domaine parce qu'il est le plus rassurant et durable. Mais vous avez des inquiétudes. L'état de droit, oui, on en est de plein pied, mais il y a des soucis. Vous nous en parlez. Merci Fabien. Très content de revenir au pays, comme vous le dites. Il n'y a pas que celui que vous avez cité, mais il y avait aussi le prophète Simon Kimbangu qui avait dit que le Congo sera reconstruit par ses enfants qui sont allés ailleurs. Et là, nous parlons des problèmes fonciers. C'est un des sujets, je dirais, sociétal, mais on ne fait vraiment pas trop attention alors que ça brûle. Le chef de l'État, dans sa nouvelle vision, nous parle de l'état des droits. Il a fait appel à la diaspora de retourner. Et on nous parle de peuple d'abord. Et qui dit état des droits, c'est aussi le respect des textes. Mais en ce qui concerne notre préoccupation de ces jours, je suis porteur, évidemment, comme vous l'avez dit, de l'inquiétude, porte-parole de la grande inquiétude de la diaspora en particulier, mais il y a aussi ceux qui sont restés au pays, qui sont concernés par ces problèmes, c'est les conflits fonciers. Les domaines de la terre, comme vous le savez, en économie, nous avons besoin du capital, terre et main-d'œuvre. Tout le monde cherche à avoir un petit espace où il peut cultiver, donner de la nourriture, créer de l'emploi au pays, où il peut construire, donner du logement au pays. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces secteurs? Beaucoup, surtout ceux de la diaspora, sont tombés entre les sales mains. Vous venez, vous achetez. Au moment de vous installer, vous vous retrouvez que le terrain a été vendu à 2 personnes. Vous envoyez l'argent qu'on puisse vous acheter un terrain. Vous arrivez sur place, enfin, déjà depuis l'extérieur, on vous envoie des photos, tout est construit, tout est fin prêt. Et voilà, au jour J, vous arrivez, pas une seule mouche sur terrain. Et des fois même, vous venez, vous vous retrouvez face à des hommes forts. Et nous avons reçu quelques plaintes, parce que nous avons mis en place un collectif, depuis la Suisse, qui a recueilli beaucoup de doléances de par l'Europe, et beaucoup d'exemples malheureux. Et c'est ainsi que je viens sonner cette alerte personnellement au chef de l'État qui a pris les choses en main, qu'il puisse s'impliquer pour ces conflits fonciers. Et d'abord, d'ailleurs, parmi les informations à notre possession, selon les enquêtes, 80% des dossiers pendants au parquet et aux tribunaux sont des conflits fonciers. Alors, vous nous avez fait une révélation dans les couloirs avant de monter sur ce plateau que parmi ceux qui ont décidé de rentrer au pays ou d'y faire quelque chose, c'est-à-dire entreprendre une affaire, et qui ont cherché à être propriétaires, quelque part, à travers le pays ou sur le territoire national, ont été très déçus et marre d'hommes, ça n'est suivi. Ouais, beaucoup. Surtout pour nous qui représentons le pays à l'extérieur, parce qu'il faut dire que ce phénomène ne concerne pas que
les autochtones, mais aussi les expatriés ou les étrangers qui viennent investir chez nous. À cause d'une poignée de gens mal intentionnés, et voilà, l'image de tout un pays est salie à l'extérieur. Donc, comme vous le dites, les Congolais ont besoin de retourner investir, construire, bâtir la République démocratique du Congo, qui est la mère patrie. Mais, hélas, les malfrats, comme on dit, sont toujours là pour salir, décourager, voire, je dirais, la vision de la reconstruction prônée et voulue par tous. Alors, au niveau de la Suisse, justement, ou dans toute la diaspora, lorsque vous revenez, que vous voulez entreprendre et que vous voulez d'abord être propriétaire, parce que pour entreprendre, il faut avoir une assise, justement, un endroit. Pourquoi, pour la plupart, vous tombez entre les mains des malfrats? Fabien, tu sauras que, quel que soit dans le monde des affaires, en Occident ou ailleurs, il y a la notion aussi de confiance. Confiance envers son choix, qui peut être sa famille, qui peut être ses amis, qui peut être même une entreprise. Parce que parmi les plaintes reçues, il y a même certaines entreprises impliquées dans ces domaines. Et je le dirai ouvertement, je sais que les autorités me suivent, la commune de Lansele, je crois, pour Kinshasa, il y a Mboudi, où il y a pas mal de dossiers. Et si nous allons au Katanga, il y a les quartiers Jolicite, il y a la commune de Kassangiri. Vous allez au Bas-Congo, vers Kassangoulou, voilà, ces sphères-là, pas mal de dossiers. Aujourd'hui, je me réserve encore de citer les noms parce qu'il y a tout un travail qui est en train de se faire ici, un réseau qui s'est construit justement pour faire face à ça. Donc, on travaille sur base de la confiance. Comme je t'ai dit tout à l'heure, un citoyen lambda qui vit à l'étranger, qui travaille, il n'a pas tout le temps de venir rester au pays. Donc il doit travailler, il doit chercher pour envoyer quelque chose au pays. Et des fois même, je dirais, j'ouvre la parenthèse, la diaspora est mal comprise. Et quand ils vont chercher, ils font la demande d'asile, ils sont contre les pays. Mais curieusement, dans un débat que j'ai eu derrière en Suisse, j'ai dit, mais quand on est régularisé, les premiers voyages, c'est vers le pays. Quand on a un peu d'argent, les premiers transferts, c'est vers les pays. Donc, ces gens-là sont des ambassadeurs. Ils méritent un certain faveur pour ce qu'ils font pour les pays. L'investissement, quand quelqu'un veut cultiver, ce n'est pas lui qui va rester là 24 sur 24, prendre du boulot, nourrir les gens, mais c'est la population qui a bénéficié, c'est les pays. C'est lui qui vient construire, il n'y habite pas tous les jours, mais il participe aux politiques de logement du pays. Et là encore, un souci parmi les plaintes, tu construis, tu mets un ami, ton frère, parce qu'il faut l'aider, et à la fin, bon, ça finit en justice, il faut se partager les morceaux, je ne suis pas resté chez toi pour rien. Donc, il y a un problème. C'est en ce sens-là que je lance cet appel au chef de l'État pour qu'on puisse créer cet organe qui s'occupe ne fût-ce que de ces secteurs et pour conseiller et pour traiter les affaires pendantes et pour prévenir l'avenir. Vous proposez une structure, mais là c'est au niveau officiel. Bien sûr. Pour prévenir justement ces conflits, oui. Surtout les abus déplorés dans le secteur. Oui. Mais est-ce que, au niveau de la diaspora en Suisse, la diaspora congolaise, est-ce que vous avez le temps de vous rencontrer et d'avoir des points focaux au pays, les bonnes personnes, les personnes ressources crédibles, des structures crédibles, pour justement vous aider dans les démarches où vous confiez seulement membre de la famille? Cher Fabien, je suis un des représentants des Congolais, je ne dirais pas les plus respectés ou respectueux à l'extérieur. J'ai quand même un nom, Augustin Mukamba. Les gens qui nous suivent en connaissent quelque chose. Parler de la diaspora qui se réunit, c'est de l'illusion. La diaspora, c'est l'échantillon d'un pays à l'extérieur. Vous ne me direz pas qu'aujourd'hui, tous les Congolais sont unis, même autour de l'Union sacrée, non. Il y a des avis, il y a des intérêts. Finalement, c'est plus de fédération. Les gens se réunissent par groupe d'intérêts. Et il y a certains, comme nous autres qui sommes devenus les symboles, nous sommes un peu partout pour voir ce qui se passe, aider. Donc, on essaye de conseiller, on essaye de promouvoir, on essaye d'organiser ce qu'on peut organiser. D'ailleurs, c'est voilà,
un des exemples. Je suis venu à ma charge, j'ai fait ce travail. Lors des consultations, nous n'avons pas eu l'invitation officielle, mais vous l'avez suivi. Nous avons fait un travail, un mémorandum que nous avons adressé qui a été repris dans les discours du chef de l'État. Les patriotismes, ça s'appelle. Donc, il y a un travail qui s'est fait. Alors, il n'y a pas que, justement, les malfrats qui sont en dehors des familles. Nous avons croisé également un compatriote très bien installé à Madrid il y a plusieurs années, mais il était un homme très déçu. En nous recevant chez lui au salon, il nous a dit qu'il ne peut plus entreprendre au pays parce que la famille l'a ruiné. Autant des camions, des concessions, des affaires, rien n'a marché, tout est parti. Il était un homme blessé. Alors, le problème à ce niveau, conflit foncier ou secteur foncier, famille ou le climat des affaires en général au pays, selon votre analyse, un problème de nos mentalités dû à notre culture ou à nos cultures, ou un problème circonstanciel par rapport au contexte socio-économique? Je dirais qu'il y a deux choses. Premièrement, je suis de ceux-là qui pensent que tout tourne autour de l'être humain. D'abord, humain. On n'a pas besoin... J'ai eu la chance de grandir, de travailler aux côtés de Musée, paix à son âme, qui nous disait, on n'a pas que... Dans le langage actuel, je dirais qu'on n'a pas que besoin d'avoir un impérium pour servir son pays. Donc, on peut servir son pays avec son cœur. Vous comprenez? En plus de cela, il y a évidemment, dans les grandes sphères du climat des affaires, ces problèmes fonciers doivent être défendus, soulevés et vus clairement. Je vous ai dit tout à l'heure, dans l'engagement économique, dans le décollage plutôt économique, il y a la terre, les capitales et la main-d'œuvre. Donc la question de la terre est indispensable. Maintenant, d'après nos recherches, qu'est-ce qu'on a découvert? La loi foncière de la RDC date de plus de 40 ans. Déjà, il y a un problème là, elle n'est pas adaptée. D'où notre poursuite dans la démarche d'aller voir aussi les législateurs, donc les députés, pour en parler. La loi, elle est vieille. Non seulement la loi est vieille, mais là, il y a des articles clairement qui appellent au respect de la loi, au respect des biens d'autrui et à la protection, à la promotion des investissements de tous les Congolais. Et l'État a les devoirs de protéger les investissements et les biens de ceux-là qui investissent. Vous donnez l'exemple de ce monsieur de Madrid, il a de la chance, il a survécu. J'en connais les cas, les gens qui sont morts. J'en connais les cas des gens qui sont aujourd'hui handicapés à vie. C'est-à-dire qu'ils ont fait les AVC. Je connais des foyers disloqués, avec des conséquences qui suivent, des enfants dans la rue. Et je connais les familles ruinées. En Europe? En Europe, bien sûr. Parce qu'on a une autre manière de voir les choses en Europe. Je serais beaucoup plus simple. Il faut qu'on se dise la vérité, que les gens ne se trompent pas, ne se fassent pas des illusions. Aujourd'hui, vivre en Europe, en Occident, nouer les deux bouts du mois, un seul bras pour une famille ne suffit pas. Vous devez travailler à deux, c'est-à-dire monsieur et madame. Réalité. Des sacrifices énormes. Énormes. Et puis le système occidental, là je vous parle maintenant en tant que syndicaliste, je vous informe que j'ai été candidat député national en Suisse. Je suis venu ensuite, je dirige un parti en Suisse, des Suisses. Je suis le représentant des travailleurs étrangers, migrants, dans le milieu syndical. Comme je vous ai dit que j'ai quand même un nom et je suis connu dans le système. Le système est fait que 100% de vos revenus, 80% sont relancés encore dans le système étatique. Donc vous vivez en réalité avec 20% de vos revenus. Et dans les 20%, il y a à manger, il y a à se vêtir. À manger, ce n'est pas le luxe, vous devez vous adapter au climat. Se vêtir, vous devez vous adapter au climat. Donc ce sont des sacrifices. Quand vous voyez quelqu'un de la diaspora vous envoyer un 10 $, un 20 $, il ne faut pas minimiser. C'est les fruits des durs labeurs. La vraie sueur. Je te dis.
Et alors, vous investissez, vous prenez un crédit, 50 000, 20 000, 100 000. Bon, on va investir chez nous pour le vieux jour. En même temps, contribuer à l'économie de notre pays. Et vous arrivez, vous entendez, la femme qui dit, bon, moi j'ai mon petit frère, il ne fait rien, il peut s'en occuper. Ou monsieur dit, écoutez, moi j'ai mon oncle, il est là, il peut bien le faire. Vous faites confiance. Vous donnez, pas à n'importe qui. Et le jour J, on vous dit qu'il n'y a rien. En famille, si vous discutez trop, il y a ce que vous appelez le système familial qui revient. La sorcellerie peut en sortir, la jalousie, tout et tout. Vous pouvez trouver un compromis au niveau de votre famille restreinte. Mais vous retournez au niveau de votre couple. Ça donne quoi? Là, c'est dans le cadre familial. Vous investissez, il y a une entreprise. Avec les mentalités, les nouvelles mentalités en Occident que vous avez, c'est pas très très difficile de se séparer. Ce n'est pas la mentalité, c'est le système. Il suffit qu'un de vous se plaigne, la femme qui se plaint, voilà ce qui s'est passé. La première des choses, avant toute chose, messieurs, 500 mètres. Alors, vous êtes une famille, un couple avec 2, 3, 4 enfants, payez les loyers, payez l'allocation familiale, vous restez avec quoi? Vous pétez un câble. Seulement dans les 20% comme le système en Suisse. Les 80%... Occident. Dites-nous, les 80% restent dans le système de quelle manière? Voilà. Là, je reviens, je suis vraiment dans mon assiette. Je voudrais bien qu'on puisse aider ceux qui nous suivent. Voilà. Les potoïstes, ceux qui aiment bien aller ailleurs, quand on vous dit que là-bas, si quelqu'un vous place 300 € dans la poche, c'est qu'il vous aime beaucoup. Ou il a consenti beaucoup de sacrifices pour poser ce geste. C'est ici qu'on joue avec l'argent et par moments, on le ramasse aussi facilement ou difficilement. Vous nous parlez de ces 80% qui rentrent dans le système européen. Je vous parle là en tant que syndicaliste et je vous donne des explications aussi en tant que chef politique en Suisse où la crise bat aussi son record et nous sommes en train de trouver des solutions. Malgré les banques. Malgré les banques, il faut dire que la Suisse n'a rien. Il n'y a que les sels et la matière grise. C'est ça. Et j'aurai une autre thématique avec le jeune pour leur parler de l'autoprise en charge. C'est un autre sujet. Je reviens sur le 100% et les 80%. Le système est fait en Occident tel qu'il y a des priorités. Vous avez votre salaire. Premièrement, vous devez payer votre loyer. Obligatoirement. 2 mois d'arriéré, 3 mois, on vous met à la porte. Ça ne se discute pas. Vous payez vos impôts. Obligatoirement. Vous ne payez pas, on vous met à la poursuite et il y a saisie des salaires à l'origine. Troisièmement, vous payez vos assurances. Assurance maladie, assurance incendie, toutes sortes d'assurances. Rien qu'avec ces 3 rubriques, les 80% sont loin. Rien qu'avec ça. Les salaires moyens aujourd'hui, si nous allons par exemple dans le système dans la zone euro, 1200, 1300 €. Salaire moyen. Moyen. Enlever 800 du loyer. Vous payez 400 ou 500 de loyer. Vous payez, cela dépend aussi des loyers, hein, parce qu'il y a des loyers voilà, modérés, il y a des loyers, voilà. Vous allez payer les 100 ou 150 d'assurance. Vous payez les 100 ou 150 d'impôts. Imaginez qu'est-ce qui vous reste. Et quand vous allez prendre les quotidiens, c'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas les moyens de déplacement, il faut un abonnement. Ceux qui ont des voitures, il faut la taxe routière, il faut l'assurance, parce qu'il n'y a pas, la voiture n'a pas de plaque, elle ne se déplace pas. Il faut le parking. Les parkings, évidemment, vous le dites. Dans certains pays comme la Suisse, la vignette automobile, obligatoire, hein, parce qu'il n'y a pas, la voiture ne se déplace pas. Et les circonstances qui peuvent arriver, contravention, voilà, un petit truc qui arrive, manger à l'extérieur avec les amis, ce n'est pas tous les jours, mais ça peut arriver. Certains même, eux-mêmes, doivent avoir les tenues pour leur travail. Moi, j'ai de la chance, je suis employé postal, donc la boîte nous fournit ça. Voilà, vous calculez tout ça là, 80% loin, vous restez avec le 20%. C'est un véritable calvaire. Et je vous l'ai dit. Et certains disent, mais pourquoi vous ne retournez pas? Mais en même temps, nous ne devons pas tous être ensemble, nous devons cultiver la culture d'une synergie. Synergie. Mais pourquoi vous n'avez pas eu le temps de nous dire la vérité depuis Écoutez, toutes ces années? Vous ne nous avez pas dit la vérité. Vous nous avez fait miroiter l'autre Occident. L'histoire de la diaspora. C'est que vous êtes victime de votre propre mythe
que vous avez entretenu autour de l'Europe, autour de l'Occident? Nous sommes une autre génération qui vient dire des vérités sur l'Occident. La diaspora, l'histoire de la diaspora, de l'émigration ne date pas d'aujourd'hui. Comme vous le savez, dans la rue, ils le savent, on avait les Djiquins, les Belgicains, les Parisiens, et aujourd'hui on parle de la diaspora. Donc nos aînés, effectivement, ne nous ont pas dit la vérité. Nous sommes allés découvrir la vérité et nous avons ramené la vérité au pays. Nous revenons à cette structure qui est votre proposition concrète aux autorités du pays pour pouvoir réglementer, prévenir les conflits, parce qu'on sent que nos frères vivent des situations insupportables, plombées par notre comportement, nos mentalités et notre vécu ici au pays, oubliant que vous souffrez à l'étranger. Ouais. Votre structure, comment ça s'appelle? Comment ça peut être matérialisé? Écoutez, la proposition, c'est d'abord l'idée. Tout dépendra, nous avons la volonté, on veut bien accompagner le chef de l'État, tout dépendra aussi de sa bonne foi, de voir cette dimension de l'affaire. Lui-même, issu de la diaspora, la plupart, dans son cabinet, connaissent ce que je suis en train de dire. Maintenant, nous venons avec la solution. Pour nous, la solution, c'est vrai, les bonnes initiatives donnent déjà leurs fruits. Avec l'IGF, on a vu. Avec la lutte contre la violence, on l'a vu. Je salue d'ailleurs la conseillère Moulopo Chantal, qui fait un bon travail. Il y a encore quoi? La lutte contre la corruption qu'avait mené certainement le professeur Luzolo Bambi. Ça fonctionne bien. Et aujourd'hui, il y a urgence. Il faut peut-être un conseil spécial aux côtés des chefs de l'État parce qu'il faut son implication personnelle, bien que les ministères et la loi existent, pour pouvoir, je dirais, dégager, ouvrir un peu ces dossiers, parce qu'il y a des gens, comme je l'ai dit, certains sont morts, d'autres, on ne sait pas demain qu'est-ce que ça va donner, ainsi de suite. Et puis, ce n'est pas seulement pour la diaspora, même ici au pays. Je t'ai donné un exemple, un vieux papa, je ne sais pas si ça existe encore, qui finit son travail, on lui donne ce qu'on appelle la retraite, il va investir l'achat d'un terrain, parce qu'il sait qu'après un mois, il va y habiter. Et il arrive, le terrain a problème. Il finit comment? Est-ce qu'il aura les moyens pour trouver un avocat? Est-ce qu'il aura le temps pour l'instruction judiciaire? Et encore à quel moment? Vous voyez, tout cela. Donc, nous demandons à ce qu'un poste soit créé. Nous proposons d'ailleurs au chef de l'État, s'il peut créer ces postes-là dans son cabinet, qu'il s'implique personnellement pour qu'on puisse régler ces dossiers des conflits fonciers. C'est l'image du pays, c'est l'économie du pays, c'est le développement du pays, c'est aussi le bien-être et c'est aussi le peuple d'abord. C'est bien dit. Je considère que nous avons épuisé, du moins pour aujourd'hui, cette introduction et cette proposition. Est-ce que vous avez déjà pris langue avec le ministre des Affaires foncières? Les démarches continuent. Malheureusement, nous sommes arrivés au moment où, je dirais, voilà, le gouvernement est en train de tomber. Mais vu que le chef de l'État est en fonction et qu'il est au courant maintenant de ces dossiers, de ces cris d'alarme, je crois qu'il en tiendra compte et on lui fait confiance. Augustin Mukamba, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de la communauté congolaise vivant en Suisse. Vous apportez une contribution d'État pour prévenir ce mal qui ronge la diaspora congolaise et même les fils et filles du Congo restés au pays, victimes des comportements des malfrats dans le domaine foncier. C'est un domaine bizarre. On a fait un tour par les cours des tribunaux. J'en sais quelque chose. Voilà. À très bientôt pour un autre rendez-vous. Au revoir.